Une tâche rude qui est la mienne ce soir puisque tout a été dit ou beaucoup. Et donc comment je vais venir avec quelques slides, des diapositives et encore essayer de capter votre attention sans vous dire des redites. Mon ministre a été particulièrement brillant puisqu'il a un speech en fait extrêmement complet et je vais essayer encore de vous surprendre un petit peu, sachant qu'on est aussi là et surtout pour saluer le partenariat unique qu'on a, Marie-Cécile, avec DZA, avec Raymond Soubi et Christian Bueno, que je tiens encore à remercier, et qui nous a permis maintenant de joindre ces deux événements avec les prix de Choose France. Parce qu'en bon marketeur que je suis, je crois qu'il faut continuer, nous les Français, à améliorer notre aptitude à vendre notre pays, et des prix de Choose France où on remercie ces entreprises citoyennes sont extrêmement importants. Alors, on va aller très vite sur quelques slides quand même, pour rappeler que ce soir, et on m'a demandé de le faire, ce n'est que le début de l'événement, puisque vous avez une journée entière. Ils m'ont dit qu'il fallait que je passe là, mais ça passe pas. Ça va être difficile. Donc, on va avancer, passer les slides. On va aller très vite. Donc, vous dire en gros que demain, on a encore une journée extrêmement passionnante où on va parler du Green New Deal, des talents de demain, d'innovation et industrie. Et Christian, on finira sur l'inclusion, la cohésion, solidarité, qui est le dernier sujet, mais pas le moins important. Sur ces thèmes-là, reprenons un petit peu le fil de l'histoire, celle qui nous a été apportée par notre ministre ce matin, et comprendre qu'après cette crise historique, j'ai voulu vous montrer quelques diapositives fortes, celles de la Grande Dépression, de l'après-guerre ou du post-2009. Finalement, on s'en sort bien, mais il y a au moins une chose qui est certaine, c'est que la mondialisation telle que le j'ai vécu ici en France, à l'étranger, elle est finie. Le modèle d'hypermondialisation n'est plus soutenable, où on avait des composants qui parcouraient jusqu'à 800 000 km en induisant des fortes externalités. 800 km, c'est la somme cumulée des kilomètres parcourus par chacun des composants dans un iPhone. Au moment où on sort l'iPhone 13, que j'espère vous allez mettre à jour, je tenais à vous dire que c'est une folie totale. Alors qu'est-ce qui se passe derrière cela? Eh bien aujourd'hui, on a en plus, avec le Covid, des volumes d'exposition liés au e-commerce qui ont explosé pendant la crise, mais explosé. Et même si on a aujourd'hui un retour sur le bon vieux brick and mortar, c'est-à-dire sur les magasins durs, il est encore extrêmement présent. Une fois que je dis ça, il est clair qu'un nouveau modèle arrive et ce modèle c'est un modèle où les productions et les approvisionnements devront être repensés. Ces slides de nos amis de Roland Berger montrent en fait qu'on passe d'une globalisation à une localisation. Qu'est-ce que ça veut dire ce grand terme? C'est qu'on va régionaliser les chaînes de production, produire plus près du marché et anticiper plus efficacement les risques potentiels. Et c'est d'ailleurs nombre de ces objectifs que les 5 prix que nous allons remettre ce soir avec Business France, DZA et notre ministre Franck Riester, que nous allons en fait annoncer ce soir, illustrent parfaitement. Donc un phénomène profond qui va impacter la vie de tout le monde. Et j'aimerais vous inviter à prendre le soin de regarder ces prix pour bien comprendre pourquoi ils illustrent ce phénomène qui va avoir une belle décennie. Alors j'ai pris des slides qui sont liés à Al Gore, qui était au bord de Apple et que j'ai soutenu pendant de longues années, parce que
l'alerte sur l'urgence climatique n'a jamais été aussi pressante, comme le montre aussi notre ami Arthus Bertrand avec ce beau film Home. Donc aujourd'hui, on sait, on l'entend depuis longtemps, mais c'est évident. Et ce qui est évident, c'est que on va devoir se battre contre cela, et le BCG, dans un très beau rapport que je vous invite aussi à consulter, a démontré qu'on peut, contrairement aux idées reçues, avoir la décarbonisation des productions avec des effets limités sur les prix consommateurs. Cette slide vous dit en gros que sur un jeans, on peut avoir moins d'un impact de 2% sur le prix d'un jeans si on décarbone totalement la chaîne de valeur ajoutée. Même chose sur les voitures, avec en gros moins de 600 € d'impact sur les volumes moyens. Donc c'est possible. Aujourd'hui, ce sont les consultants, les stratèges qui nous le disent. Il va falloir le mettre en pratique. Mais je crois que c'est un mot d'optimisme, parce que je dois vous avouer quand même que j'ai eu un petit mouvement de doute aujourd'hui. Quand j'ai écouté notre ami Aguillon et notre ami Artus, je me suis dit, waouh, est-ce que je suis dans le bon forum? Et puis, quand j'ai écouté Bouzou, qui a quand même été plus positif sur les sujets, on pouvait avoir un vrai doute. Mais la réalité, c'est que nous, on est comme Bergson, on doit agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Donc, il faut changer ce qui est en cause. Et l'attractivité, c'est aussi ça. Une fois qu'on a dit ça, clairement, la tech est la grande gagnante, que ce soit en valorisation, mais aussi avec ce qu'elle a amené. Et puis là, je ne pouvais pas aujourd'hui, 5 octobre 2021, avoir un petit RIP, comme on dit en anglais, pour vous parler de Steve Jobs, qui nous a quittés exactement il y a 10 ans, c'était aujourd'hui, c'était il y a 10 ans, j'étais dans son bureau au moment même où on a appris son décès, et donc je voulais simplement dire que lui nous disait « Allons inventer demain au lieu de nous inquiéter de ce qui s'est passé hier ». Et d'ailleurs, vous savez quoi? On va faire un petit round of applause pour, en fait, ma chère députée, Madame Marie Lebec, et pour penser à notre ami Steve Jobs. Un petit round of applause pour lui. J'arrive même à saluer Marie. C'est pas mal. Une fois qu'on a dit ça, les modèles du futur sont clairs. C'est encore 3 éléments qu'on a travaillé sur le Choose France Forum avec le BCG, qui montrent que ce soit sur l'industrie, le développement durable ou l'innovation, on doit y repenser de manière globale et qu'on a des vraies pistes et de vraies solutions. Et là-dessus, c'était le thème de la session qu'on vient d'avoir. L'Europe a pris son destin en main, comme jamais sur les 20 ou 30 années à venir, avec la logique d'avoir aujourd'hui ensemble, emprunter de l'argent et faire du policy making de manière très forte. Le policy making, c'est ce que l'on voit là. C'est par exemple avoir une main ferme et pragmatique dans les standards pour la défense de nos intérêts. C'est ce que fait le commissaire Breton, mais c'est ce qu'on fait aussi sur les ajustements en matière au niveau des frontières, sur tout ce qui est la taxe carbone possible et qui reste encore à être discuté. On a aussi quelque part des étoiles qui sont alignées pour que la France soit réellement la figure de proue de l'Europe. C'est la fin d'un cycle avec Angela Merkel, mais ça doit être un partenaire clé. Il y a ce très bel article du New Statement qui montre que, après avoir été critiqué pendant plus de 20 ans, le fameux French bashing, peut-être que nous n'avions pas tort, et clairement, le Brexit a amené les Anglais dans un autre univers. Donc aujourd'hui, l'opportunité et l'optimisme veut qu'on regarde cela de manière extrêmement positive, en reconnaissant, c'est ce qui a été dit encore aujourd'hui, que les investissements internationaux, eux, sont réellement et définitivement repartis à la hausse, de manière assez surprenante aussi. Alors là-dessus, nous, dans l'agence qui est la mienne, que je préside de manière non exécutive avec à sa tête Christophe Lecourtier et le travail de Marie-Cécile et toutes les équipes, c'est qu'on a essayé de changer un petit peu la gouvernance de Business France, de travailler en un team unifié, le concept du guichet unique qui fait que vous, entreprises étrangères, sur des gros dossiers, vous pouvez venir nous rejoindre, de la même façon qu'on a essayé de mettre un guichet unique sur tout ce qui est export, et cela commence à payer puisqu'on n'a jamais eu autant d'entreprises qui exportent, c'est ce que disait mon ministre encore ce matin. Donc, nourri de ce changement, nourri de cette opportunité, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait de reconnaître une fois encore, on vous l'a dit et répété, que nous avons pour la 2e fois la tête de l'attractivité. C'est le classement de nos amis Eric Fourel de EY. Cette année, la bataille va être rude, notamment avec l'Angleterre. Que nous avons aussi une perception positive. Notre ami teinturier sur Ipsos nous l'a clairement expliqué. Et ce sont plutôt des résultats intéressants. Intéressants puisque nous ne sommes finalement qu'à 9 mois d'une élection présidentielle où souvent dans les sièges sociaux, et vous mes amis des entreprises étrangères, vous le savez, on a des doutes sur ce qui pourrait se passer. Mais c'est aussi un point important parce qu'on a marqué des points sur les années passées avec le sommet de Choose France. Ce branding Choose France est fort, fonctionne. On sait quand une marque prend et a un petit peu de tension ou d'acceptation forte. Et ce qu'on a fait là est exceptionnel. Vous devez en être tous fiers. Et vous tous qui jouez souvent le rôle de Sherpa en amenant vos CIO au niveau de Versailles, je tiens à vous remercier parce que je crois que c'est très très important.
Alors une fois qu'on dit ça, sachez que la vraie rançon du succès, c'est que les Brits, la perfide Albion, elle nous copie. Et elle va avoir le 9 octobre son programme Global Investment Summit. Ce matin même, dans le FT, vous aviez un article qui montrait que notre cher ami d'Afrance, James Diamond de chez JP Morgan, allait s'y rendre. Mais c'est très intéressant que pour une fois, ce ne sont plus les Français qui copient les Anglo-Saxons, ce sont les Anglo-Saxons qui regardent ce qui se passe en France. Et je veux absolument que vous tous ayez ce petit sentiment de fierté, avec beaucoup d'humilité, parce que ce que nous sommes en train de faire depuis 2, 3, 4 années est unique à l'échelle, mon cher Denis, avec qui je travaille depuis maintenant près de 20-30 ans sur l'attractivité. C'est un moment rare et unique dans l'attractivité de nos pays, donc il ne faut pas s'en priver. Une fois qu'on a dit ça, je ne vais pas vous rappeler les résultats et vous faire la politique, parce que clairement, les résultats sont là. Le plan de relance, vous le connaissez avec ces 3 triptyques que l'on reprendra. Mais j'ai quand même 2 slides que j'aimerais que vous repreniez et que vous soyez capables de partager avec vos sièges mondiaux. D'abord, à la fin de la journée, après 1 année et demie de Covid, une des matrices de performance, c'est le nombre de vies préservées. Et là, la France, et l'histoire sera extrêmement généreuse à notre égard, on montre bien que nous sommes 31e au rang des vies sauvées. C'est-à-dire, en fait, c'est un très bon classement puisqu'on n'est pas celui qui a eu le plus de morts par millier d'habitants, on est celui qui est que le 31e. C'est un des meilleurs classements qui soit, loin devant le Brésil, évidemment, la Belgique ou l'Italie. La deuxième matrice qui est importante, c'est le nombre de vaccinés. J'aimerais quand même vous rappeler que nous avons aujourd'hui près de 72% de gens vaccinés. Quand on sait d'où on vient et quelles ont été les critiques propres à ce pays qui est une habilité rare et unique à s'autoflageller, il faut aussi le souligner. Et donc expliquer qu'on a géré cela plutôt bien, on a sauvé des vies. 2, on est prêt à embrasser le post-Covid dans de bonnes conditions. Et troisième chose qui est importante, c'est vous dire que finalement, pour la première fois dans les 30 Glorieuses, on a vérifié, on a une croissance inégalée depuis 30 Glorieuses. Alors, les chagrins vous diront qu'effectivement, on a 10, 15, 20% de PIB en déficit supplémentaire, mais il n'en reste pas moins qu'en comparaison, en benchmark, vous, hommes d'entreprise, vous le savez, on a une performance rare et unique au diapason de la meilleure, qui, je crois, est encore aujourd'hui l'Espagne. Donc voilà un petit peu des faits et des chiffres. Et pour conclure, 3 idées simples. Vous dire que finalement, en France, il y a 3 dynamiques qui sont proches ou prêtes ou qui vont nous porter sur cet avenir, puisque c'est le thème « Construisons l'avenir » de ce séminaire. D'abord, on fait un vrai travail sur l'industrie pour qu'elle soit plus compétitive, résiliente. Quelques chiffres, quelques idées. D'abord, et je crois que le président a utilisé ce terme dans la vidéo qu'il faisait encore jeudi dernier au moment où on célébrait la rentrée de la French Tech, la digitalisation, c'est la réindustrialisation. La digitalisation, c'est la capacité à pouvoir constamment repenser les modes de production et faire en sorte qu'on soit plus compétitif. C'est notre façon à nous, alors qu'on a encore un delta de coûts, on a encore des impôts de production, comme le disait M. Artus, 3% du PIB supplémentaire, on doit pouvoir encore utiliser cela. Cette chance-là, il faut qu'on l'embrasse. Et là, regardez, on a 8500 PME ETI qui ont embrassé cette révolution avec le bénéfice de l'État qui a été stratégique, où je le reconnaissais, ce n'est pas simplement un plan de relance, c'est un plan de relance extrêmement stratégique. On a alloué un nombre de ressources limitées sur la digitalisation notamment, avec ces subventions de 10 à 40%. Donc la digitalisation, c'est la réindustrialisation. On a 35 milliards du plan de relance dédié à l'industrie, c'était un tiers de l'ensemble. Et on voit qu'en gros, on a une chute d'investissement qui était en fait moins forte que celle de 2009. Donc on a ménagé un petit peu l'outil industriel qu'on avait, même si on doit encore le développer. Dernière idée là-dessus, on a un point, ou du moins un bilan plutôt positif, avec plus de 231 000 emplois créés, sauvegardés, mais vous l'avez déjà entendu aujourd'hui, je ne suis pas ici pour faire de la propagande gouvernementale, même si ce sont des faits, des chiffres qu'il ne faut pas dénier. Puis, on travaille toujours sur le simplifié, qui a été un des thèmes de cette discussion aujourd'hui, avec près de 127, Guillaume, 127 sites clés en main, avec le premier site qui a été attribué à une entreprise étrangère, Wikifood, qui faisait d'ailleurs partie de nos candidats sur le prix Choose France. Et donc, sachez, vous tous, que vous devez vous emparer de ce programme pour pouvoir vraiment le porter auprès de vos sièges et amener plus d'investissements sur le territoire national. Alors, je vous rappelle, d'ailleurs, que là, en Europe, l'accueil des investissements industriels étrangers se fait essentiellement en France, puisque un investissement sur 4 est fait sur le territoire national. Ce sont encore les données que nous donne EY. Donc, ce premier thème de l'industrialisation est important, mais le deuxième thème, qui est aussi lié à notre plan de relance, la notion d'impact écologique commence à être au cœur de la logistique et des mobilités. Et là, je ne peux pas ne pas vous dire qu'on a des atouts. D'abord, ce pays est idéalement positionné avec des infrastructures de qualité.
Donc c'est notre responsabilité en Europe que de jouer un rôle majeur pour challenger un petit peu les chaînes logistiques et les rendre un petit peu moins carbonées. Deuxième idée, on a aussi encore et toujours une industrie et surtout une énergie qui est la plus compétitive et au plus bas carbone. Donc là, on a deux atouts extrêmement forts. Tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'en gros, on a aujourd'hui une vraie poussée des coûts en matière de logistique. Le prix du fret container Shanghai-Europe, je voulais vous montrer cette slide, était 7 fois supérieur à la moyenne des 12 dernières années. Et c'est ce que l'on sent quand on parle d'inflation et d'augmentation des prix. C'est ce qui se traduit aussi par cette chaîne logistique. Et on voit aussi que ces pressions ont des impacts écologiques extrêmement majeurs. Un quart des effets des gaz à effet de serre en Europe proviennent du transport. Donc c'est parce qu'on a cette position unique et rare, ce coût de l'électricité extrêmement bas, mais aussi un nouveau contexte qu'il nous faut absolument prendre les devants. Et là-dessus, on pense notamment, à l'échelle de l'Europe, mettre des mécanismes qui vont favoriser la régionalisation des productions. Donc l'idée de la relocalisation, qui n'est pas une idée en soi extrêmement intéressante, mais l'idée de régionaliser les chaînes de production est absolument forte et elle sera défendue et ce sera un des axes que vous, dans vos headquarters, vous devez mieux défendre. Et là-dessus, tout ça, finalement, ça revient dans ce qui sera présenté dans moins de 15 jours par le président sur le plan de 2030 où on a défini qu'en 2050, on veut devenir, et c'est, je crois, une vision simple, la première économie décarbonée avec des objectifs qu'on pourra suivre. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez raconter tous les jours et on peut vous le supporter avec des faits et des chiffres à vos sièges sociaux et à vos organismes de décision. Décisions qui ont été prises, notamment par Envision, qui a investi près de 2 milliards dans sa giga-usine de batteries électriques où ils vont créer plus de 2500 emplois. Voilà pour le deuxième thème. Et le troisième thème, et j'en conclurai là, c'est d'être à l'avant-garde de la prochaine vague d'innovation. Là, je crois qu'aujourd'hui, on en a déjà beaucoup parlé, mais je suis absolument persuadé qu'on a des choses intéressantes à faire. La France peut être effectivement le chef de file d'une tech européenne rassemblée. Et ce n'est pas une vue d'esprit. Quand vous discutez avec nos partenaires allemands au Benelux, en Italie, ou même en Angleterre, ils reconnaissent qu'il s'est passé quelque chose de rare et unique sur ce territoire, donc il faut absolument en tirer parti. Et là, on avait fixé 25 licornes, c'était le mois de septembre 2018, d'ici à 25, on en a déjà à 18, je ne vais pas vous le répéter, mais maintenant on veut créer 10 entreprises tech valorisées à 100 milliards. Et je dois vous avouer que le propos de mon cher Nicolas Ouzou qui nous dit « OVH, 4 milliards, c'est bien, mais Google 2000 milliards », c'est exactement l'attitude qui me fait faire ce que je fais aujourd'hui devant vous. C'est ne pas se satisfaire de ce défaitisme, à mon sens, incroyable, qui est une des tares de notre pays, et reconnaître que déjà faire 4 000 milliards en France avec OVH, c'est très très bien, ça crée des jobs, que vaut mieux l'avoir chez nous que de l'autre côté du Rhin ou de l'autre côté de l'Atlantique. Donc il faut commencer à être un peu plus positif. Et donc là, on va le faire, ces 10 entreprises tech valorisées à 100 milliards d'ici 2030, tous les chiffres nous le montrent. Si on peut changer les slides. Donc je vais revenir sur les licornes. Elles ont émergé 6 en moins de 6 ans, je ne vous le dis plus. On a fait plus de levées de fonds en 2 jours qu'en 2015. Vous connaissez aussi cette slide-là. Le 21 septembre, plus de fonds levés en 48 heures que sur l'année 2015, et c'est important. Et moi, je vais vous montrer une slide qui conforte tout cela. C'est regarder qu'est-ce qui se passe derrière les 18 licornes, si elle a la gentillesse de s'afficher. Et là, vous voyez qu'on a un important réservoir de licornes à devenir. Donc en fait, ce n'est pas juste un effet de paille, c'est quelque chose de très profond. Quand vous regardez l'écosystème français, vous avez là, en gros, une étable de sociétés en devenir qui ont levé plus de 40 millions et qui vont devenir plus de licornes. Donc on va réussir nos objectifs, et cela en faisant sans doute l'admiration de la plupart de nos voisins européens. D'ailleurs, petite histoire, vous me dites, mais tout ça est petit, Google, OVH. La réalité, c'est que les Américains ont bien compris, puisque 25% de toutes les levées de plus de 15 millions série A sont aujourd'hui faites par les Américains. C'est même préoccupant. C'est-à-dire qu'ils ont compris pourquoi il faut venir en Europe, qu'il se passe quelque chose de particulier, et particulièrement en France, puisqu'ils viennent investir avec leur propre argent très tôt dans notre écosystème, qui est une forme de rançon de la gloire. Alors là-dessus, la deuxième critique qu'on nous fait, c'est de dire, est-ce qu'on crée des jobs? Eh bien oui, ça va être un des grands thèmes de campagne de ces 6 prochains mois. Avec nos 120 plus grosses startups françaises, 160 000 emplois directs ont été créés et indirects, et nous allons arriver sans coup férir à plus de 224 000, c'est l'analyse d'aujourd'hui, en 2025. Donc, sans vous faire un cocorico niais, sachez qu'on a des atouts dont on doit être fier, avec lesquels on doit discuter dans nos sièges sociaux pour avoir plus d'investissements et plus de ressources. Dernière chose,
On a sans doute l'opportunité, après avoir loupé, et je l'ai vu de mes yeux vus en étant en Californie, en étant en Angleterre, la révolution du PC, du réseau, du mobile, de l'Internet, ce qui arrive sur la deep tech est fondamental. Et donc c'est notre opportunité, c'est ce qu'on doit prendre comme... On doit faire partie de cette révolution-là. Et là encore, on part, nous Français, nous Européens, avec quelques atouts. Je ne voulais vous dire qu'on a aujourd'hui 1700 startups de deep tech. Et si vous, comme moi, ne comprenez pas très bien ce qu'est la deep tech, on va vous envoyer le document de BCG qui met 4-5 pages. J'ai participé à cela pour le rendre intelligible. Et vous allez voir que la France a un nombre des atouts nécessaires pour le faire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, un savoir-faire historique sur les sciences dures, enfin des institutions de recherche qui se mettent à créer des startups comme ça se fait dans le monde anglo-saxon, et puis surtout, et c'est le point final, un vrai changement culturel qui vous fait être là ce soir, qui nous fait avoir plus de startups, c'est qu'en gros, on a encore et toujours plus de jeunes qui veulent être entrepreneurs. Et quand un pays arrive à faire cela, et à faire en sorte que le rôle modèle est celui de l'entrepreneur et plus nécessairement du politique ou simplement du sportif tatoué, eh bien on sait qu'on est en train de gagner la bataille des 10, 20 ou 30 années à venir. Voilà, je crois donc qu'on va avoir une belle décennie radieuse devant nous, une industrie plus résiliente, intégrant l'impact écologique et à l'avant-garde de la prochaine vague d'innovation. Tout cela me fait penser qu'on a de belles années devant nous. Merci et on passe au prix Choose France.